En cette année française, un simple dépêche coloniale, glissée entre des annexes sans rapport apparent, avait initialement résonné comme une aberration isolée, un détail macabre, égaré dans le temps. Pourtant, pour M. Dubois, conservateur des Archives nationales de France, cet office non numéroté, dont le pied de page révélait une étrange marque, devint le fil d'Ariane d'une investigation. Il s'agissait d'un codex fragmentaire, rédigé en espagnol ancien, mais ponctué d'insertions en quechua, un témoignage des premiers contacts et des tentatives d'intégration des Incas sous la couronne espagnole. La véritable anomalie résidait moins dans le contenu initial que dans les altérations successives, les scellés brisés puis réapposés. Les inventaires dont la nomenclature avait été subtilement modifiée, transformant un rapport d'observation en un registre de mœurs indigènes. La question, simple et terrifiante, qui taraudait M. Dubois était celle-ci. Comment un acte que la morale moderne qualifierait de monstrueux avait-il pu être consigné, puis presque effacé, par une bureaucratie pourtant si soucieuse de son propre ordre? Si vous aimez démonter les secrets et les tabous du pouvoir, inscrivez-vous à l'Histoire interdite et laissez un like. Dites de quel pays vous regardez, cela ouvre davantage d'archives. L'enquête du conservateur l'avait mené à travers des salles 3B poussiéreuses, où l'air lourd d'histoire et de moisissure semblait murmurer des non-dits. Il y déchiffrait des procès-verbaux dont les rubriques s'entrechoquaient, des expertises graphologiques qui révélaient des mains multiples sur des documents censés être unitaires. Chaque lacune d'archive, chaque carte pliée d'une manière incohérente, chaque tiroir 11 inexplicablement vide n'est pas un oubli, mais un acte délibéré, une preuve silencieuse d'un système corrompu dont la conséquence directe était la réécriture de la réalité. Qui avait autorisé de telles modifications et dans quel but? Le système de pouvoir inca, tel que décrypté par des avis et des expertises ultérieures, mais surtout par la lecture croisée de ces codex obscurs, se révélait une mécanique impitoyable. Au sommet, l'Inca Sapa, souverain divin, dont la parole était loi. Autour de lui, la Panaca, lignée royale, et les Oréjonais, nobles aux grandes oreilles, gardiens des protocoles et des rituels. La perversion de pouvoir, celle qui permettait à l'empereur de transformer ses filles en épouses, n'était pas une déviance personnelle, mais une pratique inscrite dans un protocole dynastique secret. Une mesure d'urgence pour préserver la pureté du sang solaire ou pour sceller une alliance politique suprême en cas de crise de succession majeure. Ce n'était pas un acte de luxure, mais une froide décision d'État, un sacrifice familial pour la stabilité de l'Empire, une sorte de porte double cachée dans les méandres les plus sombres de la raison d'État inca. Cette porte double n'était pas une entrée physique, mais une clause d'exception, un article additionnel à la loi non écrite du sang. Son existence était un secret d'État, un murmure dans les couloirs internes du pouvoir impérial, consigné sur des parchemins dont la conservation relevait d'une section à part, loin des inventaires publics. Le spécialiste en paléographie, appelé par Dubois, avait confirmé l'existence de filigranes spécifiques, des sceaux discrets qui marquaient ces documents, d'une catégorie à ne jamais consulter sans ordre impérial. Une preuve irréfutable de la manipulation, un péché systémique dont la conséquence était l'occultation d'une pratique qui défiait l'entendement. Combien d'autres vérités étaient ainsi enfouies sous des strates de protocole et de silence? Le conservateur, les doigts tachés d'encre ancienne, sentait le papier rugueux sous ses phalanges. Le bruit de la clé tournant dans la serrure du tiroir 11, enfin déverrouillé après des décennies, avait résonné dans le silence des archives mortes. Ce tiroir, autrefois vide selon les registres falsifiés, contenait désormais un petit rouleau. Non pas un codex, mais une série de dépêches internes, des avis et des correspondances entre des oréjones et des scribes royaux. Ces documents, datés de la fin du XVe siècle, détaillaient des préparatifs spécifiques pour la lignée solaire en période de crise dynastique. Une formulation ambiguë, mais dont la répétition à chaque crise signalait un modèle.
L'expert en généalogie inca, un historien discret, habitué des cas de Marseille et des bibliothèques universitaires, avait pointé du doigt un détail crucial: l'absence répétée de certaines princesses dans les registres de mariage ou d'alliances externes, alors même que leur naissance était scrupuleusement notée. Une lacune systématique qui n'était pas un hasard. C'était une preuve par l'absence, un péché systémique de dissimulation. La conséquence était que ces femmes disparaissaient des chroniques officielles, leur destin absorbé par la raison d'État. Que devenaient ces princesses dont l'existence était effacée des annales? Un rapport d'expertise datant de la période coloniale, rédigé par un moine espagnol dont la signature était à peine lisible, mentionnait la coutume étrange de certains Incas de conserver la pureté du sang par des unions prohibées, sans jamais préciser la nature exacte de ces unions. Le document portait le carimbo de l'administration vice-royale, mais une note en marge, ajoutée plus tard, qualifiait ces observations de fantaisies indigènes sans fondement. Une tentative flagrante de minimiser, de discréditer, de reléguer ces faits au rang de mythe. C'était une preuve de la censure post-facto. Le péché systémique de l'empire colonial était de s'approprier les récits tout en gommant les aspects dérangeants. La conséquence, une histoire aseptisée, expurgée de ses vérités les plus crues. Comment démêler le vrai du faux quand les documents eux-mêmes sont des champs de batailles idéologiques? Monsieur Dubois s'était plongé dans l'inventaire des biens de la Panaca de l'Inca Sapa, un document d'une précision chirurgicale sur les possessions matérielles, les terres, les tribus. Mais il y manquait étrangement toute mention des épouses secondaires, des concubines royales, dont l'existence était pourtant attestée par d'autres chroniques. Un vide éloquent, une preuve par soustraction. Le péché systémique, la hiérarchie du pouvoir inca, considérait certaines unions comme trop sensibles pour être consignées. La conséquence, un fragment essentiel de la vie de l'empereur demeurait dans l'ombre, hors de tout protocole officiel. Le vide éloquent dans l'inventaire de la Panaca, cette preuve par soustraction, menait M. Dubois à une conclusion glaçante. La hiérarchie du pouvoir inca considérait certaines unions comme trop sensibles pour être consignées. La conséquence directe de ce péché systémique était qu'un fragment essentiel de la vie de l'empereur, ses pratiques les plus secrètes, demeuraient dans l'ombre, hors de tout protocole officiel. Il ne s'agissait pas d'une simple omission, mais d'une censure active, une zone grise où le pouvoir impérial se soustrayait à ses propres règles. Qui donc avait le pouvoir d'effacer des existences entières des registres sacrés? Dans un autre recoin des archives mortes, le conservateur découvrit un despacho singulier, plié en 4 et glissé dans un dossier de correspondance mineure entre le vice-roi de Lima et un encarregado deposito local. Ce despacho, daté de 1572, portait un carimbo du Conseil des Indes, mais sa formulation était étrangement elliptique. Il évoquait des ajustements nécessaires aux récits locaux pour harmoniser la mémoire impériale avec les nouvelles directives chrétiennes. C'était une preuve flagrante d'ingérence, un péché systémique de manipulation historique. La conséquence, la vérité inca était systématiquement remodelée pour servir les intérêts coloniaux, brouillant les pistes pour toujours. Que cherchait-on à masquer avec tant de diligence? L'analyse d'un perito calligraphico mandaté par Dubois révéla des superpositions d'encre sur plusieurs actes de mariage espagnols rédigés à Cusco. Sous les noms des épouses indigènes, des traces d'effacement suggéraient des identités antérieures, des noms de femmes incas qui avaient été mariées à des conquistadors ou à des nobles locaux. Mais l'étrange marque sur le piédetage de ces documents, identique à celle du dépêche initiale, indiquait une connexion, une preuve d'altération intentionnelle, un péché systémique de réécriture des lignées. La conséquence, l'effacement des unions passées pour légitimer de nouvelles alliances ou dissimuler des ascendants gênants. Jusqu'où s'étendait cette toile de mensonges administratifs? Si cette histoire mérite des annexes et des croquis, écrivez « Je veux les annexes ». Quand votre voix le demande, les annexes arrivent en premier ici. Le codice fragmentaire,
Ce même document qui avait allumé la mèche de l'enquête contenait des annotations marginales en quechua, rédigées d'une main différente de celle du scribe principal. Un chercheur spécialisé dans les langues précolombiennes, un observateur externe credenciado travaillant à l'Université de Lyon, identifia ces notes comme des commentaires rituels décrivant des cérémonies de purification de la lignée solaire. Ces rites, normalement associés à la naissance ou à la mort, étaient ici liés à des unions matrimoniales. Une preuve de l'existence d'un rituel secret, le péché systémique. La religion était instrumentalisée pour valider des pratiques moralement répréhensibles. La conséquence, la légitimation divine d'actes qui auraient dû être condamnables. Comment un peuple entier pouvait-il accepter une telle perversion sacrée? Un protocole de cour inca, retrouvé dans un tiroir 11 d'une étagère oubliée, décrivait avec une précision glaçante les étapes pour assurer la continuité du sang pur. En cas d'absence d'héritier mâle direct ou de menace sur la lignée, il y était explicitement mentionné le recours à l'union la plus pure, désignant les filles de l'Inca Sapa lui-même. Ce n'était pas un choix personnel de l'empereur, mais une clause d'urgence, une porte double institutionnalisée. Ce document portait le sceau de la Panaca royale, un cello discret mais indubitable, une preuve de la planification méticuleuse. Le péché systémique, la survie de l'Empire, primait sur toute considération éthique ou familiale. La conséquence, les princesses royales devenaient de simples instruments de la raison d'État, leur destin scellé par un protocole froid et impitoyable. L'Inca Sapa, l'empereur divin, n'était pas un simple despote. Il était le cœur battant d'un système où la pureté du sang solaire était la garantie de l'ordre cosmique. Les avis des prêtres et les expertises des conseillers astrologiques pesaient lourdement sur ces décisions. L'idée de transformer ses filles en épouses n'était pas un caprice, mais l'aboutissement logique et terrifiant d'une idéologie de pouvoir poussée à l'extrême. Les textes coloniaux, si prompts à dénoncer la barbarie inca, ont souvent omis de noter la rationalité interne, aussi monstrueuse soit-elle, de ces pratiques. Ils ont vu la perversion, mais rarement la mécanique qui la rendait inévitable aux yeux des Incas. C'est ainsi que l'enquête de M. Dubois, au fil des corridors internes de l'histoire, des lacunes d'inventaire et des cartes pliées de manière déroutante, a commencé à dessiner le portrait d'un empereur en particulier. Les indices pointaient vers un certain Sapa Inca, dont le règne fut marqué par des crises de succession sans précédent et des menaces externes grandissantes. Les procès-verbaux révisés, les expertises graphologiques, les dépêches internes, tout convergeait vers un nom, ou plutôt une période. Une période où l'Empire, se sentant menacé, aurait serré les rangs, quitte à briser les tabous les plus fondamentaux. Les codex les plus obscurs, ceux dont les scellés avaient été brisés et réapposés à plusieurs reprises, contenaient des allusions à un grand unificateur dont la légitimité était constamment remise en question. Les rodapés de ces parchemins mentionnaient des sacrifices nécessaires pour le maintien de l'ordre universel. Une preuve par corrélation. Le péché systémique, le pouvoir absolu, confronté à l'instabilité, se retourne contre les siens. La conséquence, une lignée royale perpétuée au prix d'une perversion insondable. Finalement, un rapport d'audit interne des archives, daté de 1932 et signé par un auditeur dont le nom est illisible, révélait une section entière intitulée « Dossier sensible, régime Sapa Inca Huayna Capac ». Ce nom, celui de l'empereur qui régna à l'apogée de l'Empire avant sa chute, était associé à une série de despachos impériaux détaillant des mesures exceptionnelles pour la pureté dynastique. C'est lui, Huayna Capac, dont le règne fut marqué par une expansion maximale et des tensions internes croissantes, qui fut l'architecte de la perversion la plus systématisée. La preuve était là. 1. Les despachos de son règne. 2. L'identification formelle de ces documents par un auditeur moderne. 3. La conséquence visible de son règne sur la structure familiale inca, marquée par des unions forcées et des silences officiels. Si cela a soulevé plus de questions que de réponses, abonnez-vous et activez la cloche.
le rapport parallèle arrive en premier pour ceux qui sont ici. C'est lui, Huayna Capac, dont le règne fut marqué par une expansion maximale et des tensions internes croissantes, qui fut l'architecte de la perversion la plus systématisée. La preuve était là. 1. Les despachos de son règne. 2. L'identification formelle de ces documents par un auditeur moderne. La conséquence visible de son règne sur la structure familiale inca, marquée par des unions forcées et des silences officiels. Le règne de Huayna Capac, apogée de l'empire inca, fut paradoxalement une période de fragilité larvée. L'expansion territoriale maximale engendra des résistances farouches aux frontières, des révoltes internes et une pression constante sur les ressources. Au sein même de la Panaca, les lignées royales se disputaient l'influence, créant un climat propice aux complots et aux menaces de succession. Cette instabilité, perçue comme un péril pour l'ordre cosmique que l'Inca Sapa incarnait, est le terreau où germa la porte double dynastique. Les avis des prêtres, les expertises des astrologues de cour, toutes convergeaient vers un même constat. La pureté du sang solaire devait être préservée à tout prix. C'était une exigence non pas morale, mais existentielle pour l'Empire. Les protocoles ancestraux, rigides et immuables, prévoyaient des solutions pour chaque crise. Mais celle de la succession directe, exacerbée par les tensions internes, exigeait des mesures extrêmes. C'est dans ce contexte que la clause d'urgence fut activée. Monsieur Dubois, après avoir mis en lumière le nom de Huayna Capac, retourna aux salles 3B des archives, cette fois avec une nouvelle grille de lecture. Chaque dépêche, chaque inventaire qui semblait anodin prenait une nouvelle signification. Il cherchait les micro-indices de l'application de ce protocole secret. Le conservateur découvrit des actas de réunion de la Panaca ou des discussions sur la consolidation de la lignée. Étaient mentionnés avec une insistance inhabituelle. Un perito calligraphico avait identifié une écriture spécifique, celle d'un secrétariat impérial de Huayna Capac, sur des rodapés de documents officiels, ajoutant des notes manuscrites sur l'intégration des filles royales dans la structure dynastique. Ce n'était pas une simple annotation, mais une directive clandestine, une preuve de l'instrumentalisation des princesses, le péché systémique. La bureaucratie impériale devenait le bras armé d'une idéologie sacrificielle. La conséquence, des vies royales transformées en pions politiques. Comment ces directives étaient-elles exécutées au quotidien? Les corridors internes du pouvoir inca résonnaient des silences complices. Les oréjones, ces nobles aux grandes oreilles, gardiens des rituels et des protocoles, étaient les exécuteurs du système. Ils étaient chargés de veiller à ce que les unions les plus pures soient scellées, loin des regards et des chroniques officielles. Des despachos impériaux, dont certains portaient le carimbo personnel de Huayna Capac, ordonnaient des déplacements discrets de jeunes princesses vers des résidences isolées où elles étaient préparées pour leur rôle. Ces déplacements discrets étaient des preuves de l'application du protocole. Le péché systémique, la manipulation des individus sous couvert de devoirs sacrés. La conséquence, l'isolement et la dépersonnalisation de la lignée féminine royale. Le chercheur en langue précolombienne, l'Observador Externo Credencio de Lyon, avait découvert des chants rituels en quechua, transcrits par des moines espagnols, qui évoquaient le sacrifice des fleurs pour le soleil. Une métaphore poignante pour ces princesses. Dans un tiroir 11 d'une armoire poussiéreuse, M. Dubois exhuma une série de codex mineurs, des registres de la maison du Sapa Inca qui, contrairement aux inventaires publics, listaient les noms de toutes les concubines épouses secondaires, mais même là, des noms de princesses, connus par d'autres sources comme étant nées de Huayna Capac, étaient étrangement absents. Une lacune d'inventaire flagrante, une preuve par l'omission délibérée, le péché systémique, l'effacement des traces pour maintenir l'illusion d'une pureté dynastique sans faille. La conséquence, l'histoire officielle était une façade, dissimulant une réalité bien plus sombre. Les expertises graphologiques des procès-verbaux coloniaux révélaient également des pressions espagnoles. Les autorités vice-royales
soucieuse de présenter les Incas comme des sauvages, nécessitant la civilisation chrétienne, avait délibérément amplifié certains récits tout en minimisant d'autres. Les scellés brisés et réapposés sur des codex fragmentaires n'étaient pas seulement l'œuvre des Incas eux-mêmes, mais aussi des colons. Une double couche de falsification. Un rapport d'observation d'un moine espagnol datant de 1580, retrouvé dans une gaveta 11 d'un meuble en bois vermoulu, décrivait les rumeurs persistantes concernant les unions consanguines au sein de la famille royale Inca, mais concluait en les rejetant comme des superstitions indigènes. C'était une preuve d'une tentative de discrédit. Le péché systémique. Le colonisateur déformait la vérité Inca pour justifier sa propre domination. La conséquence, une vérité historique brouillée par des agendas politiques. Le sergent de la garde coloniale, dont le nom figurait sur un despacho concernant la confiscation de documents Incas, avait probablement joué un rôle dans la sélection des archives à purger. Les cartes pliées de manière incohérente, révélant des zones entières de l'Empire Inca, qui avaient été effacées ou redessinées, étaient une métaphore visuelle de cette réécriture de l'histoire. Le relore de Pared des archives marquait le temps d'une enquête qui révélait des strates de dissimulation. La perversion du pouvoir sous Huayna Capac n'était donc pas un simple acte isolé, mais le produit d'un système politique et religieux où la stabilité de l'Empire primait sur l'éthique individuelle. Les filles de l'Inca Sapa étaient des incarnations de la lignée solaire, et leur union avec l'empereur lui-même, aussi taboue soit-elle, était perçue comme une ultime garantie de la continuité dynastique, une sorte de sacrifice d'État pour conjurer les menaces internes et externes qui pesaient sur le Tawantinsuyo. C'était une froide décision, une mécanique impitoyable, inscrite dans un protocole dynastique secret. La question n'était plus seulement qui avait ordonné cela, mais comment un tel système avait pu se maintenir et être justifié. C'est dans les rouages de la théocratie Inca, où la parole de l'Inca Sapa était sacrée, que ces unions trouvaient leur justification suprême. C'est dans les rouages de la théocratie Inca, où la parole de l'Inca Sapa était sacrée, que ces unions trouvaient leur justification suprême. Et ainsi, la quête de M. Dubois, à travers les corridors internes des archives de France, révélait une vérité glaçante. L'empereur Huayna Capac, confronté à l'instabilité de son immense empire et à la menace sur la pureté de sa lignée divine, avait activé cette porte double, ce protocole dynastique secret. Ce n'était pas l'acte d'un homme dément, mais la froide application d'une raison d'État poussée à son paroxysme. Un sacrifice familial pour la survie d'un système. Le despacho final, celui qui scellait la compréhension de Dubois, était une atta de la Panaca royale datée de la fin du règne de Huayna Capac. Il y était consigné non pas des noms, mais des dispositions pour la pérennité du sang solaire par des unions internes de première nécessité. Le cello discret en pied de page, identifié par le Perito Calligrafico, confirmait son authenticité et son caractère exceptionnel. La conséquence visible de ce péché systémique fut l'effacement de ces princesses des registres publics, transformées en rouages silencieux d'une machine impériale, leur destin absorbé par la loi non écrite du pouvoir absolu. En comprenant qui avait signé ces directives et pourquoi, non par luxure, mais par une perversion institutionnalisée de la survie, toute l'architecture du pouvoir inca se reconfigurait. Les lacunes d'inventaire n'étaient plus des oublis, mais des silences imposés. Les scellés brisés et réapposés témoignaient d'une tentative double, celle des Incas pour masquer l'impensable et celle des colonisateurs pour réécrire une histoire à leur avantage. L'écho de ces manipulations résonne encore dans les salles 3B, où la poussière froide cache des vérités amères. Finalement, la perversion la plus profonde n'était pas l'acte lui-même, mais la capacité d'un système à le justifier, à l'institutionnaliser, puis à l'effacer de la mémoire collective, transformant des vies en notes de bas de page. C'est le prix de l'ordre, lorsque celui-ci est maintenu à tout prix. Pour voir la ligne du temps commentée
et le plan des connexions, abonnez-vous et commentez. Je veux la ligne du temps. La playlist vit dans le premier commentaire épinglé.